le match Saint-Étienne-Sochaux. Avec cette défaite cruelle, les Verts ont perdu. On va pas se le cacher que ça nous fait mal au cœur. C'était hier à 15h. Les Verts ont perdu 3 buts à 2. Je vais vous faire un petit résumé du match. Donc les Verts vont concéder l'ouverture du score par Tony Mauricio à la 3e minute. Et derrière, les Verts vont un petit peu galérer à revenir dans le match. Il y aura aussi un penalty non sifflé sur une main sochalienne. Et puis derrière, c'est les Verts qui vont égaliser en deuxième mi-temps avec Jean-Philippe Crasso à la 50e minute. Et puis derrière, vont même reprendre l'avantage dans le match grâce à Gaëtan Charbonnier sur un magnifique but, il faut être clair. Mais malheureusement, les Verts vont craquer, 89e minute. Un ballon file tout droit dans les buts. Notre capitaine se sacrifie pour essayer de le sauver. Malheureusement, il rebondit sur le poteau et revient dans le jeu. Et c'est Joël Dossou qui permet d'égaliser. Et en toute fin de match, les Verts craquent complètement défensivement. Et Ibrahim Sissoko frappe, détourné par Gauthier Larsonneur. Ça va dans le but. Défaite cruelle 3-2. Messieurs, c'est dur. Très dur comme défaite. Je veux savoir un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Bien écoute, je suis plutôt très très déçu par le résultat, très déçu aussi un peu par la manière. Il faut bien le repas. À partir du moment où tu prends un but au bout de 3 minutes, c'est-à-dire on tombe dans nos travers, qu'on pensait loin derrière nous, avec ces 3 derniers matchs plutôt encourageants, forcément, on prend un bon coup sur la tête, d'autant plus que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au bout d'un quart d'heure, on aurait pu être mené 2-0, parce que Sochaux a une très belle occasion de revenir, d'aggraver la marque, et résultat, ils l'ont gâché, puisque nous, on l'a bref, 2-0, ça aurait pas été le même match. Et on aurait eu dans une situation quand même très 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 compliquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas pris le match par le bon bout, au moins dans ce premier quart d'heure. Alors, est-ce que les consignes n'étaient pas appliquées? Enfin, moi déjà, sur le premier but, j'en veux beaucoup à mon conduit, qui s'est fait passer comme un... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il s'est fait passer comme un débutant. Résultat, au milieu de terrain, on s'est retrouvé bien démunis, bien déséquilibrés, une défense aux abois et 1-0 au bout de 3 minutes. Bon, la situation est devenue déjà critique, alors qu'on avait le retour de nos supporters, en tout cas des ultras et ceux qui avaient manifesté leur boycott et qui étaient revenus. On ne pouvait pas mieux les remercier de leur retour. Voilà, je suis... Ouais, c'est un début de match qui ressemble à ce que tu fais chez eux déjà au match aller où tu te fais surprendre très, très rapidement. Maintenant, globalement, j'ai trouvé que sur la première mi-temps, même si les Verts ont été en difficulté, on a quand même plutôt pas mal pris la mesure de cette équipe de Sochaux. Tu as raison sur le fait que tu concèdes cette ouverture du score et que fatalement ça change la physionomie du match. Mais si tu regardes vraiment dans le détail, on n'est pas non plus sur une ultra domination statistique, en tout cas dans cette première période de Sochaux. Les Verts ont réajusté un petit peu la donne en deuxième période, mais on va en parler, j'imagine bien. Mais sur l'entame, pour le coup, j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment un coup de pas de bol, tu vois, ce but-là. Autant tu vois les buts que tu prends à Annecy, les buts que tu prends au match aller contre eux, t'es vraiment sur de l'attentiste pur. Là, c'est aussi le jeu qui appelle les erreurs. Mon conduit n'a pas fait un grand match, mais sur cette action-là précisément, le foot appelle aussi les erreurs de jeu et à Sochaux, on en a profité. En tout cas, j'étais bord de terrain, je préfère le dire aussi, parce que souvent entre la vision qu'on a télé et bord de terrain, c'est toujours un peu différent. Mais de bord pelouse, j'ai pas eu le sentiment personnellement qu'on était ultra dépassé dans ce premier quart d'heure, en toute honnêteté. Non, je suis d'accord. Vas-y, Belvin. Moi, je dirais à peu près pareil, c'est-à-dire que moi, du coup, de COP, quand j'ai vu le début du match, tu prends un but bête. En fait, c'est un but où les mecs sont concentrés. Tu sens quand même qu'ils sont concentrés parce que tu regardes la suite du match. Sochaux, ça a plus défendu qu'attaqué. Ça t'a plus attaqué en contre qu'autre chose. Donc du coup, finalement, tu avais pris le match quand même correctement. Bon, tu te fais surprendre au bout de 2 minutes sur une action où t'es peut-être
pas assez dedans tout de suite, mais sinon, ouais, non, tu fais un début de match qui est pas non plus si mauvais que ça, je trouve. Ah bah, on aurait pu être mené quand même 2-0 au bout d'un quart d'heure. Ouais, non, mais t'as raison. Après, tu peux aussi, quand tu revois un peu les éléments du match, il y a ce penalty, donc il va falloir forcément évoquer le fait de jeu, mais t'as des éléments qui font aussi que tu peux aussi rentrer à un partout à la mi-temps, c'est pas un scandale. Ouais, largement. Je suis d'accord. On a même, je nous ai trouvé même supérieur. Tu as raison hein, sur cette première mi-temps, intrinsèquement, effectivement, notamment avec des faits de jeu qui nous ont été défavorables. Au moins un penalty aurait dû être sifflé. Peut-être pas deux parce que le deuxième il est plus tangent certes, mais un sûr. La main du défenseur, du défenseur socialien, elle est tellement évidente que tu comprends pas comment ça a pu être oublié de la sorte. Mais bon, je trouve quand même que voilà, ça reste pour moi l'idée, c'est que on est quand même retourné dans nos travers et que malgré tout, l'Arseneur, bon, on en parlera peut-être, il n'a pas réussi à sauver les meubles et que bon, et on voit bien que tu peux mettre n'importe quel gardien, si la défense ne fait pas derrière, tu prends 3 buts quoi. Bon. Sur cette première période, les gars, la main du socialien, comment vous l'avez vécu vous depuis le stade ou depuis devant votre télé? Ah bah moi j'étais fou furieux. Vas-y. C'est pareil, bah en fait, moi j'ai un peu plus du mal parce que du coup sur l'instant T je la remarque pas tout de suite, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose quelque chose qui va pas, et après je regarde les replays sur mon téléphone et je vois tout de suite que ça va pas quoi, qu'il y a une main qui est quand même assez flagrante et que moi j'arrive pas à comprendre comment que ça soit l'arbitre de touche ou l'arbitre central a pas pu au moins la voir, parce que c'est pas comme si le bras était assez collé, non, le bras est vraiment décollé complètement et elle le touche correctement quoi, et ça annule quelque chose. Ah, moi c'est pareil. Oui, vas-y Bastien. Ça a été flagrant. Moi j'étais en tribune Cap Nord et j'ai vu la main en fait. En suivant le ballon, j'ai vu la main. Tout de suite, c'était très flagrant que la main qui était collée du corps, qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être là, à ce moment-là, est-ce que les juges de touche n'ont pas vu? Je pense que l'arbitre, c'était compliqué peut-être pour lui de la voir, mais les juges de touche, pour moi, auraient pu le voir. Si tu étais bien aligné par rapport, on va dire, aux défenseurs, je pense que tu dois l'avoir, cette main. Après, malheureusement, on peut toujours refaire le match. Hein. C'est une erreur manifeste, mais bon. Non, mais elle a son importance malgré tout. Qui plus est qu'elle est conséquente à une phase arrêtée. De mémoire, c'est un coup franc qui vient de la droite. Le ballon repart et il revient dans la surface de réparation. Et le geste de Skelly Alvaro, c'est pas uniquement un contact. Tu as vraiment un geste de main avec un contact prononcé. Il pousse le ballon vers le sol. Donc c'est vrai que c'est difficile quand même d'imaginer à minima que ni l'arbitre central, ni l'assistant n'ait eu une vision sur le ballon à ce moment-là. Autant le central peut être caché dans une situation, encore une fois, de coup de pied arrêté où il y a beaucoup de densité de joueurs dans la surface de réparation. Autant je trouve que le boulot de l'assistant, pour le coup, c'est aussi de regarder ce qui se passe au niveau des mains dans la surface. Et ouais, force est de constater qu'il y a eu un raté du côté du corps arbitral sur cette action-là. C'est Skelly Alvaro, le défenseur, j'ai mangé son nom tout à l'heure, qui touche le ballon de la main. Ouais, le numéro 4. Et puis surtout, oui, c'est ça, tu as raison, c'est ce qui est inadmissible, c'est que les deux ne l'ont pas vu. Ou s'il y en a un qui l'a, ou si, admettons, l'assistant ne l'a pas vu, ou l'assistant l'a vu, et ben il n'a pas alerté son central. Et ça, c'est quand même une faute, si c'est le cas, c'est une faute professionnelle. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, à la télévision, parce que moi je l'ai regardé à la télévision, c'était tellement flagrant que on n'a pas compris. On n'a pas compris comment ça ne pouvait pas être sifflé. Ouais, ou alors l'arbitre est dans les anciennes règles en se disant c'est une main involontaire, donc ça ne se siffle pas. Mais il y a longtemps que cette règle a disparu. Après,
Involontaire, au vu du geste du bras, j'ai du mal à comprendre aussi involontaire là. Si vraiment il a dans sa tête eu un moment involontaire, j'ai du mal Ah, mais j'y j'ai crois du mal pas à non plus, voir hein. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Je pense que voilà, c'est une erreur complète de leur part. Et je pense que ça a cautionné un peu la suite aussi de la rencontre. Parce que du coup, quand tu vis une injustice en début de rencontre, ça te touche quand même un peu, que ce soit au niveau de ton équipe. Ouais, et en fait, ce qui est marrant dans ce que vous dites, c'est que nous, en conf de presse et en zone mixte, on va vers les joueurs, on leur parle un petit peu du déroulé de la rencontre, et ils t'ont tous expliqué. Alors, il n'y a personne qui est revenu qui a parlé sur cet épisode de la main hier, absolument personne n'en a parlé, mais ils t'ont tous dit que le fait est d'avoir été mené au score et d'avoir couru après le score pendant toute la rencontre, c'est peut-être aussi un petit peu ce qu'avait expliqué le trou d'air dans les 10-15 dernières minutes. Et le fait est d'avoir ce scénario où, encore une fois, tu te retrouves à devoir faire le jeu, revenir, etc., ça te bouffe pas mal d'énergie. Donc il est évident que si à la 18e minute de jeu, attention, un penalty sifflé, c'est pas un but automatique, hein. Ah oui, non, mais il est évident qu'à un partout à la 20e, le scénario du match est peut-être légèrement différent, ce qui signifie pas que tu le gagnes pour autant, attention. Ah non, c'est Il y a sûr. eu des carences dans le dernier quart d'heure qui ne justifient pas, enfin qui sont pas justifiées par le fait que l'arbitre n'a pas sifflé de main. Toute façon, le score, il est de notre faute, hein. C'est les choix de notre entraîneur, notre niveau sur le terrain, hein. On n'est pas. De toute façon, on peut pas se cacher derrière l'arbitrage à l'heure actuelle, hein. Moi, je voulais vous soumettre une autre situation, les gars, sur la simulation de Kader Bamba. C'est aussi un match de penalty, hein, donc il y en a eu un peu sifflé pour les Verts. Sur la simulation de Kader Bamba, quel regard vous portez dessus? Donc on le rappelle, fin de première période, Kader Bamba pénètre dans la surface de réparation. Monsieur Le Sage siffle. On croit d'abord dans un premier temps à un penalty et finalement il avertit le joueur stéphanois pour une simulation. Comment vous avez vécu la scène? Pour moi, moi j'ai revu la scène. Il n'y a pas de penalty parce que pour moi, ce que j'ai vu, et je l'ai revu le soir en rentrant sur le résumé qu'avait proposé Beansport, j'ai revu un petit peu. Pour moi, sur les images, ça paraissait plus Kader Bamba qui va plus sur Faussurier que Faussurier fait vraiment la faute. Alors il y a contact, oui, mais pour moi, alors il y avait peut-être faute en cherchant simulation, mais il n'y avait pas carton jaune. Ah oui. Pour moi, tu mets pas carton jaune. Je suis entièrement, oui. Il y a peut-être simulation, je peux être d'accord. Non, mais même pas. Alors, tu peux pas mettre carton jaune sur un truc. Je comprends. Alors, pareil, en direct, que l'arbitre n'ait pas sifflé ce penalty, je trouve pas ça scandaleux. Sincèrement, je n'ai pas trouvé cette décision scandaleuse. Par contre, j'ai absolument pas compris ce carton jaune pour simulation, parce que je vois pas comment il a pu simuler alors que le contact existe. On le voit bien en direct aussi. Il me semblait que ce n'était pas suffisant pour siffler penalty, mais alors voilà, cette décision me semblait largement inappropriée. Enfin, le carton jaune pour simulation. Moi, j'avoue que du stade, quand en plus ça se passe devant moi, parce que du coup c'est Cop Nord, donc c'est devant moi en première mi-temps. Pour moi, vu que j'ai pas de ralenti, pour moi il y a penalty sans poids, parce que je vois les deux Nantais se rapprocher, Kader Bamba essayer de passer au milieu. Je le vois tomber et je vois l'arbitre siffler et je le vois mettre un carton jaune à Kader Bamba. J'ai trouvé ça quand même assez lourd de conséquences aussi, parce que bon, tu joues pas pareil avec un carton jaune, déjà de une. Et puis je trouvais pas une simulation dans ça. Je pensais plus à une réelle faute qu'à une simulation. Après, techniquement, de toute façon, malheureusement, c'est comme ça, il y a des faits, et des fois l'arbitrage va se trouver. Maintenant, on va quand même juste faire un mot sur il y a 2 joueurs qui nous ont quittés sur blessure. Il y a Kader Bamba qui nous a quittés sur blessure. Apparemment, ce serait pas trop grave et il pourrait peut-être rejouer plus rapidement. Mais l'autre blessure, c'est le capitaine, Anthony Briançon, qui s'est blessé sur ce sauvetage. S'écrasant le tibia sur le poteau. Bon, il n'y a pas de fracture apparemment, il serait indisponible 3-4 semaines. On lui souhaite vraiment de se rétablir déjà le plus rapidement possible. Il a le soutien du peuple vert, je pense. Et de toute façon, voilà, malheureusement c'est comme ça. On perd un joueur important, un moment important.
Et maintenant, on va peut-être parler des choix, parce que c'est ce que beaucoup reprochent. Et ce que beaucoup reprochent sur cette défaite, c'est les choix de Laurent Batles. Je vais quand même juste avant qu'on en parle, on va quand même les évoquer, parce que il a changé un petit peu il a fait plusieurs changements. Donc à la 76e, il fait sortir Léo Petro. Il sort Mathieu Cafaro et il fait rentrer Léo Petro. Donc en fait, ces choix sont plutôt questionnent. Les choix de Laurent Batles questionnent. On t'entend, Bastien? Donc les choix de Laurent Batles questionnent. Oui, on t'entend. Ouais, c'est bon, Bastien, c'est bon. Vas-y. Ouais, oui, je disais juste les changements. Donc c'était 76e Léo Petro qui rentre qui rentre à la place de Mathieu Cafaro, et il a fait mettre Niels Nkunku un peu plus haut sur le terrain. Et après, donc, il y a eu c'est 76e. 3 minutes après, il y a le but de Gaëtan Charbonnier. Et 84e, c'est là où les changements, on va dire, ont beaucoup posé question. C'est la sortie de Gaëtan Charbonnier et de Niels Nkunku. Donc Charbonnier est sorti pour faire rentrer Diane Chambost, et Mouton est rentré. Moi, je voudrais quand même revenir, même si. Et derrière, 5 minutes plus tard, on assez rapidement. Je voudrais quand même revenir sur la composition de départ. Et j'ai été très surpris de voir Kader Bamba titulaire dans cette jeu. Dans la mesure où, en conférence de presse, Laurent Batles nous dit qu'il n'était pas prêt physiquement. Et malheureusement, il se blesse. Alors, est-ce que c'est une relation de cause à effet? Bon, vous allez me répondre, j'en sais rien, mais quand je l'ai vu se blesser, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Ça y est, là, j'avais écrit sur mon petit compte Twitter, parce que je ne connaissais pas tous les tenants et les aboutissants, que je pensais sincèrement que Kader Bamba allait être le joker de luxe, encore cette fois-ci. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai que Laurent Batles nous a pas tellement habitués à des coups de bluff en conférence de presse depuis le début de saison. Force est de constater que ce coup-ci nous a tous un petit peu eu. Voilà. Alors, sauf si le projet c'était pas du tout de faire jouer Kader Bamba de base, ce qui peut aussi être possible. Mais on a tous été, tu l'as dit, très surpris de le voir débuter cette rencontre. Maintenant, sur la blessure en elle-même. Bastien, tu évoquais potentiellement une blessure légère. Attention quand même, ça ressemble beaucoup à un claquage. On n'a pas eu la confirmation, nous, aujourd'hui, du côté du club. On l'aura demain lors de la conférence de presse. S'il s'est claqué, Kader Bamba, il rate les 4 prochains matchs. Donc, au moins, oui. Ça a son importance, surtout que les matchs sont très rapprochés sur les 15 prochains jours. Donc, attention malgré tout. Et après, sur la compo de départ, ouais, il y a ça. Et il y a la sortie de Victor Lobry aussi, qui était un peu l'homme de base de Laurent Batles depuis 6 mois, et il a décidé aussi de s'en priver. À tort, à raison, on pourra en débattre, parce que Victor Lobry est quand même impliqué sur les 2 buts stéphanois. Mais ouais, sur Kader Bamba, c'est dommageable. Il n'a peut-être pas apporté ce qu'on avait entrevu de lui du côté de New York. Après, c'est pas la même adversité non plus. Sochaux, défensivement, c'est quand même une équipe qui tourne pas mal. Oui, mais je me disais que s'il n'est pas prêt physiquement, vaut mieux le faire rentrer après, parce que quand tu joues contre des joueurs qui sont frais, si physiquement tu n'es pas prêt, tu peux difficilement faire les différences, ou tu as plus de difficultés à faire les différences. Maintenant, il est blessé pour plusieurs semaines très certainement. Ça veut dire que là aussi, il va falloir trouver une solution de remplacement. Ce ne sera pas simple. Et puis bon, maintenant, venons au choix de Laurent Batles dans ces 10 dernières minutes qui ont été catastrophiques, qui ont été désastreuses pour nous, quoi. Après, oui. est-ce que ces changements-là, parce que sur les 10 dernières minutes, même on peut prendre le changement Petro-Cafaro, il a surpris plus d'une personne, pour certains, de ce que j'ai pu lire. Après, dans un sens, l'objectif était de faire monter Nkunku un peu plus haut, donc du coup, et en plus de faire ce changement-là, a apporté un peu plus de liberté à Nkunku qui a bien aidé offensivement, et finalement on marque après ce changement-là. Donc ce changement-là, je pense pas que c'est le point noir de ces changements. Par contre, après, derrière, on peut se poser la question, sur les 10 dernières minutes, il fait sortir Charbonnier, il fait sortir Nkunku, et là on sent quand même que sur la rentrée de Dylan Chambost, qui doit prendre la place de Nkunku, si je me trompe pas, et donc du coup doit faire ce boulot-là d'aider Petro et de pas le laisser seul. Les deux buts viennent de ce côté-là, si
je me trompe pas, les 2 buts viennent de ce côté-là. Et donc, du coup, Oui, complètement. on peut se poser la question, est-ce que le choix de Dylan Chambos à ce poste-là, à ce moment-là du match, et est-ce que c'était pas la peur vu que tu gagnais, la peur du résultat de vouloir un peu plus bétonner, et peut-être il a pas réussi il s'est peut-être fait plus peur qu'autre chose. À mon sens, t'as 3 explications. Oui. Encore une fois, on va le dire, mais quand on connaît la fin de l'histoire, c'est plus facile de l'analyser aussi. C'est-à-dire que c'est facile pour nous de faire des analyses aujourd'hui, dans la mesure où on connaît le scénario, on sait ce qui s'est passé. La première explication, c'est celle que tu as donnée, Albert, c'est-à-dire que Laurent Batles s'est trompé dans le choix des entrants. C'est-à-dire que les joueurs qui sont rentrés, c'est un déficit de niveau, et c'est ça qui te coûte le match. La deuxième explication, c'est le changement de système qui peut aussi te coûter le match, parce que Laurent Batles bascule de son 4-4-2 pour un 4-3-3. Il y a des joueurs qui sont intervertis sur leur poste, tu en as parlé. Donc ça peut être la deuxième explication. Et la troisième explication, c'est celle que j'ai, moi, à la sortie du match. Encore une fois, je suis bord pelouse, donc j'ai pas la profondeur et j'ai pas la vision globale. C'est que je pense que Laurent Batles n'a pas fait sortir les bons joueurs. Que Thomas Monconduit finisse cette rencontre, par exemple, je trouve que on est un peu sur une problématique. Je dis pas que Thomas, encore une fois, je juge pas le match de Thomas Monconduit. Il a pas été, c'est pas son meilleur match, mais sur le niveau physique et sur la condition dans laquelle il a terminé la rencontre, je pense que Thomas Monconduit, même pour les joueurs qui sont rentrés, Dylan Chambaud, Léo Petro, etc., Thomas Monconduit aurait peut-être dû être changé plus tôt. Et j'ai plus le sentiment que Laurent Batles s'est trompé dans les joueurs qu'il a fait sortir plus que dans les joueurs qui sont rentrés. Même si, force est de constater, quand on regarde les images, les joueurs impliqués sur le 3e but, et c'est criant, notamment pour Jimmy Giraudon, donne quand même raison plutôt à la première ou deuxième supposition que je mettais en avant. Oui, tu as raison, mais je vais me faire encore plus l'avocat du diable. La sortie de Nkunku 8 minutes après la rentrée de Petro, c'est-à-dire que le système imaginé par Laurent Batles ne peut plus fonctionner. Est-ce qu'il ne pourrait pas le voir au moins 10 minutes avant que Nkunku ne finira pas le match? Parce qu'il met un système en comptant sur son positionnement plus haut. Ouais. Donc un système qui n'est pas viable d'entrée de jeu, pourquoi le mettre en place? Après, je pense, fait aussi un petit peu avec les moyens du bord. La réalité, on en parlait juste avant, c'est que les joueurs ont eu quand même un gros abattage physique pour revenir dans cette rencontre. Ils se sont littéralement arrêtés de jouer aussi. C'est-à-dire que les mecs qui sont revenus au score, ils ont abandonné le ballon sur le dernier quart d'heure. Donc les changements de Batles ne viennent pas valider, ne viennent pas corroborer un petit peu tout ça, mais la réalité, c'est que tu étais cuit, je crois, et qu'il y a surtout des joueurs qui n'avançaient plus. Je parlais de Thomas Monconduit parce que c'était assez criant, moi c'était assez visible. Mathieu Cafaro qui quitte la pelouse est aussi très fatigué, et mis à part Aymen Mouefek au milieu de terrain qui a continué à avoir à peu près le même niveau physique et la même implication, toute l'équipe a énormément chuté, et tu t'es retrouvé avec une équipe qui était scindée en deux. En plus, ils ont attaqué sur ton côté faible, et tu t'es fait percer, parce que le dernier but, effectivement, il est construit côté droit, mais tu te fais percer plein axe. Le ballon, il arrive plein axe, donc ouais, c'est vrai que c'est peut-être le premier match où les changements de Batles ont autant d'impact négatif sur le résultat. Ouais. D'impact négatif. Oui, vas-y, Melvin. Ouais, après, on peut se dire aussi que peut-être sur ce match-là, un Bouchoirie nous a beaucoup manqué. Parce que faut pas l'oublier, mais au milieu, peut-être que lui nous a peut-être beaucoup manqué sur ce match-là au niveau de l'abattage du milieu, même en fin de match, quoi. Dans sa capacité à conserver le ballon, il t'a manqué. Maintenant, sur le défi physique que t'ont proposé les Sochaliens, ouais, il aurait peut-être eu plus de mal. Je sais pas, ouais. Bon. Mais c'est vrai que Benjamin Bouchoirie, qui rentre à la 75e minute, il a cette capacité de te garder le ballon 1 seconde, 2 secondes dans les pieds, de faire temporiser ton bloc équipe, et c'est un avantage, ouais. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, enfin, pareil, encore, je vais être l'avocat du diable, mais on est on va dire presque en début de saison, en début de deuxième partie de saison. Donc, physiquement, comment c'est possible d'être à la ramasse au bout de 80 minutes?
D'autant plus qu'on a. Voilà, Sur Thomas Monconduit, ça s'explique. Il est blessé depuis le match de Rodez. Il a joué 20 minutes cette saison, enfin cette année. Voilà, il revient. On peut l'expliquer. Après, c'est aussi une période, et je vous l'apprends pas, messieurs. Il fait moins 5 degrés à Saint-Etienne. C'est une période qui est très propice aux blessures, et c'est pas propre à la SS. Dans tous les clubs de France, c'est comme ça. La période où vous avez le plus de blessures, c'est entre grosso modo 1er novembre jusqu'au 1er mars. Et les organismes sont sursollicités. Voilà, j'ai pas senti non plus que la SS avait chuté physiquement de manière assez criante, mais c'est plus sur un ou deux joueurs où on peut se poser la question effectivement du niveau physique. Sur Thomas Monconduit, comme je le disais, c'est assez facilement explicable. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être ça qui a joué sur la fin. Ouais, bien sûr. Sur la fin, c'est peut-être tes 10 dernières minutes, tu vois qu'il y en a 2-3 qui ont un peu plus de mal à faire les replis défensifs. Ceux qui rentrent t'apportent pas plus que ça défensivement en sûreté, donc ouais, au final. Mais tu vois, tu fais la même fin de match face à Laval, tu recules de la même façon et pourtant t'encaisses pas de but. Il faut aussi prendre en compte l'adversité, on l'oublie tout le temps, mais du côté de Sochaux, l'entrée d'un Jodel Dossou a été complètement déterminante pour eux. L'entrée de Sissoko, ce sont les entrants qui font la différence du côté de Sochaux. Donc il faut aussi prendre en compte le fait que Saint-Etienne est tombé sur une équipe qui avait les armes sur le banc pour la chambouler, voilà. Donc ça d'accord, mais pareil, donc moi je vais revenir, c'est pas que je vais revenir, c'est que autant de changements en si peu de temps, est-ce que c'est pas ça aussi qui a désorganisé notre équipe? Est-ce qu'on n'aurait pas pu les faire plus tôt ou plus échelonnés pour permettre à l'équipe de prendre de ses marques? Moi j'entends ton interrogation, Albert, mais est-ce que le troisième but tu le prends pas aussi parce qu'il y a 4 minutes d'arrêt de jeu, enfin il y a 4 minutes de coupure parce que tu as ton capitaine qui a la jambe ouverte en deux sur le bord de la pelouse. Ça, c'est vrai. Sur l'égalisation, je suis d'accord avec toi. Mais sur le dernier but, tu as une équipe qui est pas repartie. Les Verts sont pas repartis. Mentalement, ils ont pas. Ils ont vu Briançon partir. Mentalement, on est effondré. On s'est effondré. Hier, j'en ai parlé. J'en ai parlé parce que effectivement, à la télé, on le voit bien. Enfin, à la télévision, on le voit bien. Louis Mouton est en larmes. Donc, on se rend compte à ce moment-là que potentiellement, il y a quelque chose de grave. Et peut-être que, mentalement, les joueurs ont craqué en pensant peut-être à ce que Anthony Briançon pouvait subir ou aurait pu. Et puis tu t'arrêtes. C'est surtout que tu t'arrêtes complètement. C'est-à-dire que t'arrêtes le match. Est-ce que vous vous souvenez de l'attitude des Sochiens quand ils égalisent? Parce que moi, ça me surprend. Ils égalisent, ils vont chercher le ballon dans le filet et ils courent, ils sprintent au milieu du terrain pour réengager. Ils voulaient gagner. Ils voulaient le gagner ce match. Ils voulaient le gagner. Ils étaient dans une dynamique de le gagner. Et eux, pendant la coupure, pendant la blessure de Briançon, ils sont restés dans cet état d'esprit-là. Donc, les changements de Batles, encore une fois, c'est le premier match où j'ai pas tout compris, j'ai pas tout saisi. Il a été assez vague en plus quand on lui a posé la question en conférence de presse. L'idée de départ, c'était de gérer la profondeur et de gérer l'entrée de Sissoko. Sur le choix des hommes, on n'a pas réussi à aller chercher. Il y a une nouvelle conférence de presse demain matin avant Bastia. On lui reposera sans doute la question. Mais la réalité, c'est aussi que votre équipe s'est complètement arrêtée. Littéralement. Je pense qu'aussi tu perds ton capitaine, le mec qui arrive à tenir un peu ta défense. Psychologiquement, ça tu pèteras un coup. Ça a été dur, je pense, pour l'équipe de rebondir après un truc pareil. Là, tu vois ton capitaine qui sort sur civière. Ouais, puis l'image n'était pas belle. Elle s'est arrêtée. L'image n'est pas belle, parce que quand on le voit sortir, on pense tous qu'il a la jambe ouverte en deux. Enfin, littéralement, il a la jambe ouverte en deux, ça c'est le cas. Mais on pense tous que la jambe elle est pliée en deux surtout. Et en Côte Nord, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi j'étais bord pelouse, mais le bruit, les cris et le bruit lors du contact avec le poteau. C'était assez effroyable quand même. Ça fait peur. Et puis ces cris ont été effroyables. Et puis quand tu voyais que la civière mettait du temps à arriver, tu te disais mais ils prennent pas la conscience de la chose, parce que franchement, ces cris ont fait vraiment peur. Moi c'est à la télé, c'est Louis Mouton en pleurs. Enfin, en tout cas en larmes. On le voyait sur le point de pleurer, qui nous a fortement alarmés en disant qu'il y avait potentiellement quelque chose de grave. Bon, finalement, c'est moins grave que redouté, mais n'empêche que 4 semaines d'absence, c'est minimum. Minimum. Si ça cicatrise bien.
Voilà. Oui, si elle s'écrise bien, dans une période où, bon, j'ai un peu vu le calendrier, on va recevoir tous nos adversaires directs. Enfin, on va jouer, pas recevoir, mais jouer tous nos adversaires directs. Donc son absence va être plus que préjudiciable, ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous n'avez pas un débat là-dessus, non? C'est une émission bien faite. Hein. Il y a des liens là. Enfin, ça bosse. C'est Hein. pas fait exprès. Ça bosse chez Actu Synthé. Hein. Non. J'ai des soucis à me faire, moi, pour mon boulot, les gars. Hein. Non, Pas mais de souci là-dessus. Effectivement, on peut se demander qui pour le remplacer numériquement. Comment Quel homme. Donc Melvin, Melvin, tu veux commencer? Tu pencherais pour qui? Ah, je dirais Petro quand même. Donc Petro pour le remplacer. Donc pourquoi tu penses que ce sera lui qui sera désigné? Pourquoi Petro? Parce que ça fait quand même quelques matchs qui, oui. avant le match contre Sochaux, ça fait quand même quelques matchs qu'il était titulaire. Certes, latéral gauche, mais il a prouvé quand même que défensivement il était présent. Dans le défi physique, je pense qu'en centrale, à côté d'un saut, en défi physique, ça peut être un homme qui peut apporter. En sachant que si Nkunku est titulaire, tu peux avoir cette vitesse à côté de toi que Petro a moins pour rattraper, et à côté de lui en plus il a So qui est aussi rapide. Donc je pense que Petro peut être le bon choix, en sachant que il allie quand même une certaine expérience, parce qu'il commence quand même à avoir certains matchs, même si c'est pas une grosse expérience, il a quand même une expérience. Et je pense que Petro est peut-être l'homme qui peut bien aller avec So, je pense. Ouais. stop, Melvin. D'accord. Donc moi je vais me faire aussi l'avocat du diable. Attention. Hein. Il me semble que So sera titulaire. Et il faut quelqu'un pour l'épauler, quelqu'un qui ait lui également de l'expérience, capable de l'encadrer, revanchard, parce qu'il a, je pense à Giraudon. Je sais, vous êtes en train de me tous avoir des Tu vas mettre le feu à Twitter là. très, C'est vrai. Tu veux ton nom mais, Ouais. Allume la mèche. Je vois pas Nadé, parce que pas assez d'expérience. Le duo Nadé-So n'est pas suffisamment, me semble-t-il, performant. Donc il faut quelqu'un qui soit capable d'encadrer So. Il a, comme je le disais, oui, il a besoin de jouer. Il est revanchard parce qu'il est remplaçant depuis le mercato d'hiver. Il a besoin de prouver que sa sortie sur carton rouge contre Rodez, qui est sa dernière apparition, qui vaut mieux que ça, et qu'il pourrait être l'homme de la situation. Bien préparé, bien psychologiquement armé par le staff pour remplacer Briançon, sachant que moi ce que j'ai peur c'est que Nkunku soit aussi trop fatigué, qu'il ne tienne pas le match, alors ce qui veut dire que Petro devrait alors basculer à gauche et le faire en plein milieu de la rencontre, c'est peut-être pas la meilleure solution. Plutôt vaut mieux avoir une défense solide d'entrée de jeu avec Giraudon, So, Petro à gauche, si Nkunku voilà. Stop, Donc, voilà mon idée. Après, effectivement, je sais qu'elle porte à débat, il n'y a pas de doute. Qu'en pensez-vous d'ailleurs? On va dire que c'est même pas qu'elle porte à débat, c'est surtout que je pense que son entrée en plus face à Sochaux va pas l'aider dans l'esprit collectif de se dire c'est ça. On a envie de le voir encore. C'est surtout ça. C'est vrai, je suis d'accord. Le troisième but, il est, on va dire, pratiquement pour lui, quoi. Il est pas. Ouais, c'est pas tout à fait vrai, mais parce que c'est pas. Il n'y a pas que lui. Non, mais t'attends de lui qu'il fasse l'intervention, par contre. Oui, c'est ça. Exact. Tu te demandes si Briançon est pas capable de la faire lui. Il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois déjà. Mais bon, voilà. Du coup, est-ce que dans cette situation-là, il n'est pas capable de la faire plus? C'est sûr. Mais là, tu vois, dans ces 10 dernières minutes, et là je vais y revenir, je veux revenir dans ces 10 dernières minutes, si tu n'as pas une défense qui tient la route, tu peux mettre n'importe quel gardien, et il se prend 3 buts. Parce que l'Arseneur, certes, quand même, sa sortie sur le deuxième, elle n'est pas maîtrisée. Il y aurait eu, à mon sens, penalty
Oui. Si, Donc tu peux mettre d'autres gardiens et ça fait pas but, on est d'accord, ouais. moi je pensais le contraire, c'est que tu peux mettre Ah mais bon n'importe lequel gardien. de notre effectif, tu veux dire? Oui, ou même Ah oui, non n'importe mais ça quel oui, bon bah, gardien. Oui, de notre oui. effectif, je pense Pardon. que. Non, mais je pense même qu'on prend n'importe des quel buts. bon gardien, si tu lui mets pas une défense correcte devant lui, eh bien, on peut pas en attendre des miracles à tous les matchs. Hein. Ah oui, c'est sûr. Après, Donc, il fait finalement l'Arsenal, à part les 10 dernières minutes où voilà, il prend des vagues et donc du coup un peu plus dur sinon il fait un match quand même assez correct. Hein. Dans l'ensemble, il fait les arrêts qu'il a besoin de faire, il rassure sa défense sur certains trucs. Après, oui, c'est clair que les 10 dernières minutes, bon. Je suis curieux. Nous, on met des notes. La presse a l'habitude de mettre des notes. Je suis curieux de savoir quelle note vous mettriez à l'Arsenal sur cette rencontre, sur 10. moi, je resterai sur 4. 4,5. Sur 4. Pour deux choses. La première, effectivement, cette sortie non maîtrisée qui aurait mérité penalty. Et donc, forcément, pas forcément, non. Mais potentiellement, malgré tout, l'égalisation, si comment il s'appelait, celui qui a égalisé à deux partout. Jodel dessous. Voilà. S'il n'égalise pas, il y aurait penalty. Et donc, ça, c'est quand même sa sortie. Deuxièmement, je le trouve très faible. Alors, c'est très faible sur tous ses dégagements aériens. Là, il faudrait qu'on regarde la statistique, mais à mon avis, ces dégagements aériens, soit ne trouvent pas la cible, carrément, soit pour moi, sont très faibles. Le reste, très sincèrement, c'est clair qu'il est du meilleur niveau que ceux des gardiens qu'on a aujourd'hui à Saint-Etienne, et notamment contre Niort, c'est clair, hein, son arrêt à la 83e nous maintient dans le match. Ça, il n'y a pas de doute. Déjà, rien que pour ça, il a déjà des bons points. Mais sur le match contre Sochaux, à part mon Donc côté, c'est un 4 pour toi alors? Oui, moi c'est un 4. Sincèrement. Après, c'est ce qu'il a pris dans le progrès, c'est ce qu'il a pris chez nous, et c'est ce qu'il a pris aussi. On a un système de notation sur le site, il prend je crois 3,9 quand on fait la moyenne de toutes les notes données par les supporters. Donc on est globalement dans la réalité de son match, en tout cas que ce soit côté presse ou côté supporter. Et une chose que j'ai regardée là très rapidement, à Valenciennes, il n'a jamais pris 3 buts. Enfin, cette saison, il n'a jamais pris 3 buts. Et il vient à Saint-Etienne, il en prend 3. Donc ça prouve bien que c'est pas non plus un problème de gardien uniquement. Non, bien sûr. Après, non, voilà, faut se poser la question, ouais, du coup, est-ce que le remplaçant de Briançon va réussir à quand même, donc Petro ou Giraudon, sur ce qu'on était, est-ce qu'il va réussir à continuer à stabiliser la défense, vu que Briançon arrivait quand même avec Sceaux depuis quelques matchs à stabiliser une défense. Certes, aujourd'hui hier ils en prennent 3, mais bon, depuis il y a eu quand ils étaient pas tous les deux, Non. mais les deux ont joué et il y a qu'un but qui est pris. Sur Laval, t'en prends pas. Sur Niort, t'en prends pas. Là, t'en prends. On va dire c'est pas que. le même niveau non plus. C'est pas le même niveau non plus. Ah, Enfin, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Sochaux, c'est 4e. Hein. Ah oui, non mais là t'es tombé sur un gros morceau de la Ligue 2, faut pas se leurrer non plus. Hein. Mais bon, est-ce que faut se demander, est-ce que Petro ou Giraudon sera capable quand même de ramener la stabilité qu'avait Briançon? Ah, c'est compliqué sur vos arguments, messieurs. Je sais pas à qui je donne le point. Je suis un peu réceptif à vos deux argumentaires. La réalité, c'est qu'il y a 3 matchs dans la semaine. Après, si tu es capable de me faire un petit chèque, je te donne le point, Albert. Hein. Tu sais, la corruption dans le journalisme, c'est bien connu. Ah, fallait me le dire, ça. Je l'avais pas préparé. Non, je suis réceptif à l'argument de attention du match, 3 matchs en une semaine, avec un joueur, Nissen Kunku, qui est malgré tout en reprise. Il y aura des besoins côté gauche. Et aujourd'hui, la seule personne qui peut remplacer Nissen Kunku côté gauche, c'est Léo Petro. Il y a la solution Michael Nadé, hein, qu'on n'a pas oublié, mais qui fait pas partie du groupe de l'AS Saint-Etienne depuis 2 matchs, qui est en instance de départ, Michael Nadé. Donc sur ce match-là précisément de Bastia, je pense malgré tout qu'on devrait s'orienter vers un retour de Jimmy Giraudon. Hein. C'est ce qui me paraît le plus probable. On posera la question demain à Laurent Batles en conférence de presse, mais c'est l'association qui me paraît la plus probable, tout simplement parce que vous avez besoin de Léo Petro côté gauche.
Voilà. Donc les Verts avancent sur un axial, c'est pas un secret. Ils vont essayer de faire un axial gaucher en plus d'ici le 31 janvier. Donc ils sont en train d'avancer dessus. Mais ce joueur-là, il sera pas titulaire il sera pas titularisé même s'il arrive demain pour jouer à Bastia. Il pourra l'être après pour les réceptions de Dijon et Annecy et Dijon pendant dans ce sens-là. Mais sur le match précisément de mardi, je sais que les supporters vont grincer des dents, mais il va falloir s'attendre à une défense Giraud-Bonso. D'autant plus que, à mon avis, le match le plus important, c'est pas Bastia, mais bien la réception d'Annecy. Ouais, les deux sont importants quand même, je pense. Comptablement, c'est sûr que Annecy est plus proche de toi. Donc, Mais le plus important restera alors à ce moment-là Dijon, qui est vraiment très très proche de toi et qui est. Je vais faire une phrase de fouteux, basique. Vous m'excuserez de ça, mais dans la situation de l'AS Saint-Etienne, le match le plus important, c'est toujours celui qui arrive. Oui, réellement, on n'est plus dans une position de se dire ça serait bien de prendre tant de points cette semaine, etc. Non, dans une position d'urgence où sur tous les matchs, il faut que tu prennes les points. Tous les points sont importants. Ah ouais, mais clairement. Le souci, et on va y venir, c'est que Bastia, c'est 5e. Alors, je sais pas combien ils sont arrivés à être 5e, mais ils sont 5e. Donc, c'est pas le même niveau qu'Annecy. Et du coup, tu fais très bien d'en parler, Albert. On va parler du coup du match Bastia à SSE.